Amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Vous savez très bien, je pense, vous avez suivi l'actualité, les marchés sont en train de trembler. On a des tensions géopolitiques assez fortes en ce moment, donc avec les tensions en Iran, notamment au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, des questions concernant les droits de douane, concernant aussi les banques centrales, la Fed en particulier qui hésite vis-à-vis de sa politique monétaire. Bref, en ce moment, tout le monde cherche quoi faire de son argent, concrètement, et la plupart des gens font l'une de ces deux erreurs. Soit en fait ils vont paniquer et tout vendre parce qu'on est dans une phase un petit peu de crise de marché, soit ils ignorent le risque et font semblant que ça va passer. C'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de demi-mesure. Et justement, moi aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt d'une troisième voie qui est possible. C'est la création d'un portefeuille en fait qui a été conçu précisément pour des moments comme celui qu'on traverse. Pardon. Donc un portefeuille qui ne cherche pas à battre le marché, un portefeuille qui cherche plutôt à survivre à toutes les saisons du marché, toutes les saisonnalités, je vais vous les citer tout à l'heure d'ailleurs. Et ce portefeuille-là, on l'appelle le all-weather. Peut-être que vous avez déjà entendu parler avec mon superbe accent anglais. En français, c'est plutôt portefeuille anti-crise ou portefeuille forteresse, portefeuille des 4 saisons sinon. Et il vient directement donc du cerveau d'un des plus grands investisseurs au monde, hein, de tous les temps, Ray Dalio, donc le fondateur de Bridgewater Associates, qui est actuellement le plus grand hedge fund du monde avec plus de 150 milliards de dollars sous gestion, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un homme, un Ray Dalio, qui a prédit, bien sûr, entre guillemets, la crise de 2008, alors que justement Wall Street dansait encore à ce moment-là, et on a vu derrière ce que ça a donné. Donc très intéressant, un personnage très intéressant, très important euh, de notre histoire. Donc sa conviction profonde, évidemment, Ray Dalio, c'était la suivante, c'est que personne ne peut prédire l'avenir. Même pas lui, pas une équipe de 1500 analystes, même avec les meilleurs modèles économiques du monde, les meilleurs modèles mathématiques, très compliqué de savoir concrètement ce qui va se passer et de tout anticiper, évidemment. On n'a pas de point de vue omniscient. Donc la question, pour lui, et ce qu'il s'est dit, en fait, c'est pas de savoir quel marché va monter, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que je vais construire un portefeuille qui va performer correctement, peu importe ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une formule qui va me permettre de pouvoir répondre aux différentes phases de marché? Et c'est vraiment donc de cette question-là qu'est né le portefeuille All Weather en 1996, ok, donc pas si ancien en fait, ça fait 30 ans maintenant, et qui a été initialement créé pour gérer sa propre fortune familiale, hein, donc celle de Ray Dalio évidemment. Et le concept a ensuite été popularisé au grand public dans les années 2010 via notamment Tony Robbins. Ok, donc maintenant, l'idée c'est de rentrer un peu plus en détail. On va essayer de comprendre le cœur du concept, les 4 saisons. De quoi il s'agit déjà quand on parle des 4 saisons? Pour comprendre donc le portefeuille, il faut d'abord comprendre comment Dalio voit l'économie. Donc pour lui, l'économie ne fait que tourner en boucle entre 4 environnements, 4 saisons différentes. La première, c'est la croissance. Ok, la croissance qui accélère notamment. Donc c'est celle que généralement les spéculateurs, les investisseurs débutants préfèrent parce que c'est la bonne période où tout monte. D'accord. Et c'est très souvent là où on peut avoir quelques billets de surconfiance par rapport à nos investissements. Deuxième période, c'est quand la croissance commence à ralentir, ralentissement de la croissance. Là, à ce moment-là, on peut déceler une récession, quelques licenciements, des actions, un marché action en tout cas qui est un peu plus en souffrance. Donc ça, c'est la deuxième période. Troisième période derrière, après on va dire une ralentissement de la croissance, on va avoir une inflation qui monte. Ok. L'inflation qui monte, les prix à la consommation qui augmentent, donc le pouvoir d'achat de tout le monde, des ménages, va s'éroder forcément. Et les taux d'intérêt, en contrepartie, pour ralentir cette inflation, vont augmenter. Donc ça, c'est les banques centrales qui vont décider justement d'augmenter leurs taux pour ralentir l'économie. À ce moment-là, on a des classes d'actifs qui peuvent souffrir, notamment le marché obligataire et le marché action en parallèle. Et puis, on a aussi des phases de déflation, de désinflation, où là, on va avoir des prix, de manière globale, qui vont baisser, la dette qui devient plus lourde, ok. Et donc, c'est le quatrième point. Le problème avec la plupart des portefeuilles, et très souvent dans l'histoire, même dans euh, l'investisseur intelligent qui a été mis en avant par Benjamin Graham, avec le fameux portefeuille action-obligation, même ceux-là peuvent souffrir, ok. Le portefeuille 100% action, évidemment que pendant la période de croissance qui accélère, il va très bien fonctionner, mais dès que on va avoir une croissance qui va ralentir ou une récession qui va se mettre en place, il va pouvoir prendre moins 40, moins 50% dans la tête, et donc forcément ça peut être beaucoup plus difficile. Un portefeuille 60-40, c'est pareil, il peut avoir deux phases plutôt sympas pour lui, mais deux autres phases où ça va être très compliqué.
Donc l'idée, c'est de se dire que chaque classe d'actifs a vraiment sa saison de prédilection dans laquelle il va performer. Et donc de créer un portefeuille autour de ces classes d'actifs pour essayer de performer dans chacune de ces saisons quand d'autres actifs performent moins, tout simplement. Donc l'idée, c'est de cartographier tout ça et de faire en sorte que votre portefeuille ait toujours quelque chose qui performe quoi qu'il arrive. Donc avec des actions qui vont performer en période de croissance forte. Donc ça, c'était plutôt le premier état. Ensuite, des obligations plutôt long terme avec des durations plus importantes qui vont performer en période de faible croissance ou en période de désinflation/déflation. Donc quand on va avoir des taux qui vont plutôt baisser. L'or qui va performer en période d'inflation et d'incertitude. Quand le marché panique, on revient à des choses plus tangibles, à des liquidités et l'or. Et les matières premières également qui, elles, vont vraiment performer sur courte période, en période d'inflation surprise notamment. Okay, donc le but, c'est vraiment d'avoir une couverture naturelle pour chaque scénario possible. Alors évidemment, attention, hein, parce que bon, vous savez, beaucoup de gens vont confondre ce type de portefeuille avec le fameux un quart, un quart, un quart, un quart, le 25, 25, 25, 25. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que dans la répartition, on va quand même avoir des classes d'actifs qui vont être surpondérées par rapport à d'autres. On ne va pas avoir une répartition équipondérée. Dans l'idée, et je vous la mettrai peut-être sur le côté, bref, quelque part par là, la vraie répartition du all-weather portfolio, c'est plutôt 30% en actions, avec par exemple un ETF monde, un ETF S&P 500, très simple. Le but, c'est d'aller chercher les différentes zones géographiques internationales. 40% en obligations de long terme, donc là avec des maturités obligataires de 20 ans, de 30 ans, ok, on est vraiment sur de longues maturités, mais du coup très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Ensuite, 15% en obligations moyen terme, donc ça c'est plutôt tout ce qui est duration maturité 7-10 ans, ok. 7,5% sur de l'or et 7,5% sur des matières premières. Donc en gros, dans la répartition, on a quand même 55% sur des obligations, ce qui choque souvent les gens. Et en fait, les obligations, c'est quoi? C'est une volatilité, donc une variation très faible. Donc c'est ça qui va réduire drastiquement le risque de votre portefeuille et qui va faire que même en période plus délicate, vous allez avoir peut-être un peu de baisse, mais beaucoup moins que si vous étiez à 100% sur de l'action, par exemple. Et là, on peut se demander pourquoi autant d'obligations? Parce que Dalio, en fait, et je viens de vous le dire, hein, ne cherchait pas à équilibrer le capital. Il cherchait plutôt à équilibrer le risque global du portefeuille. Et forcément, les actions sont en général beaucoup plus volatiles que le marché obligataire. Donc si vous mettez par exemple un portefeuille en 50-50, 50% actions, 50% obligations, eh bien en réalité, le risque de ce portefeuille, il est à 90% porté par le marché actions. Okay, donc son approche ici, c'était plutôt faire en sorte que chaque classe d'actifs contribue de manière équivalente à la volatilité globale du portefeuille et essayer de réduire cette volatilité globale par rapport à une volatilité moyenne qu'on pourrait trouver sur le marché action. Bon, est-ce que ça a marché tout ça? Quelles sont les performances d'un tel portefeuille? Sur les 30 dernières années, hein, depuis que ça a été créé, donc en 1996, ce portefeuille type que je viens de vous énoncer a généré environ 7,4% de rendement annualisé, tout en ayant une volatilité de 7,5%, sachant que la volatilité moyenne du marché action se situe entre, on va dire, allez, 12 et 20%, on est quand même sur quelque chose de nettement inférieur, donc ça veut dire beaucoup moins de variations au jour le jour, donc ça c'est très bien pour quelqu'un qui a une vision bon père de famille, qui ne veut pas prendre trop de risques, ok, volatilité mesurée, et on a eu une perte maximum depuis 30 ans sur ce portefeuille de 20,5%. Honnêtement, 20,5%, c'est tenable, pas de panique à avoir, et c'est la plus grosse perte qu'on ait subie. Alors que si on compare par exemple juste un ETF S&P 500, ou le S&P 500 de manière globale, hein, il a déjà perdu, sous certaines crises, 50% de sa valeur, ce qui est nettement supérieur et donc nettement plus risqué de manière générale. Donc là, on peut se dire, ok, c'est intéressant quand même. Il y a de belles performances avec une volatilité qui est mesurée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et forcément, en 2025, pendant que les marchés actions étaient vraiment sous pression, avec une volatilité, j'ai dit, hein, qui s'est plus rapprochée des 20% que des 15% pour le coup, eh bien ce portefeuille a nettement mieux résisté. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il était diversifié et il avait notamment les matières premières et l'or qui ont su prendre le relais, notamment sur cette année 2025. Donc ça, c'était hyper intéressant.
Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'un tel portefeuille, c'est que l'idée, c'est pas de battre le marché lors de bull run. Sur ce point, le S&P 500 vraiment va gagner, le Nasdaq 100 aussi à chaque fois. Enfin, les marchés qui sont faits pour ça vont performer forcément, mais l'idée, c'est plutôt d'optimiser le couple rendement-risque pour toujours avoir une performance qui est digne de ce nom, ok, tout en ayant un risque vraiment modéré et éviter des pertes importantes. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir dormir la nuit, tout simplement. Bon père de famille, et de se dire, mon argent travaille plus que sur de simples livrets, et en plus de ça, j'ai un risque modéré parce que j'ai bien fait la répartition à l'intérieur, je suis bien diversifié, donc ça c'est plutôt cool, et j'ai suivi cette idée-là. Donc la limite à connaître, ça a quand même été 2022 hein, sur ce portefeuille. Il n'a vraiment pas très bien performé sur cette année parce que forcément on était dans un cas peut-être un peu isolé de marché où les actions et du coup les obligations ont chuté en même temps. Donc forcément, vu que c'était l'exposition majoritaire de ce portefeuille, c'est tout le portefeuille qui en a un petit peu qui a subi en fait tout ça. Donc ce qui arrive quand même assez rarement hein, d'avoir et le marché obligataire et le marché action qui baissent en même temps, mais ça montre quand même que ce portefeuille, même s'il est quand même intéressant, il n'est pas parfait. Il y a toujours des petits manquements et c'est pour ça qu'on pourrait toujours le peaufiner si on voulait aller chercher encore plus précis. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que pour créer ce portefeuille, vous n'avez pas besoin d'un master en finance ou quoi que ce soit. Vous pouvez le reproduire très simplement aujourd'hui juste avec 4 à 5 ETF. Ça se fait sans problème. Donc pour un investisseur européen, pareil, je vais vous indiquer exactement ici le genre d'ETF que vous pouvez aller chercher. Vous avez l'ETF MSCI World, Amundi MSCI World qui est un bon exemple. Pour les obligations plus long terme, vous avez les bons du trésor américains sur 20 ans et plus, le fameux iShares Treasury Bond sur 20 ans. Vous avez l'obligation moyen terme, donc tout ce qui est sur 7-10 ans. Là, vous avez aussi un ETF pardon, qui est commercialisé par donc BlackRock, iShares de BlackRock avec le Treasury Bond 7-10 ans. Vous avez aussi accès à l'ETC, donc un ETF pour l'or en quelque sorte, donc l'ETC or physique avec iShares Physical Gold. Et pour les matières premières, vous avez aussi l'ETF Commodities diversifié, donc iShares Diversified Commodity Swap. Donc l'idée, c'est que tout ça accessible via un compte titre, hein, pas via le PEA, ça c'est pas possible. Via certaines assurances vie, pourquoi pas aussi, mais l'idée c'est vraiment pouvoir le faire avec un compte titre de préférence et si possible avec une assurance vie. Mais attention parce que typiquement l'ETF Commodity, je ne suis pas sûr que vous l'ayez accès dans une assurance vie. Je sais que les autres sont accessibles normalement dans certaines bonnes assurances vie en ligne, mais les matières premières, plus compliqué. Donc sinon, voilà, pour le répliquer, vous pouvez vraiment le faire avec un compte titre. Donc voilà, c'était une petite présentation. Je pense que c'était intéressant d'en parler. Hein. Ce portefeuille, comme je vous l'ai dit, hein, ne va pas vous rendre riche en 3 ans. C'est pas le but. Il ne va pas non plus doubler pendant un bull run. Ok, ça c'est plutôt côté du Nasdaq ou même des choses encore plus pointues, plus risquées que ça va se passer. Mais vous le savez, dans un monde où les tensions géopolitiques sont présentes, où l'inflation peut repartir, où les banques centrales naviguent un petit peu à vue comme en ce moment par exemple, il fait quelque chose de précieux, c'est-à-dire qu'il va vous protéger vous-même. D'accord? On n'est pas là pour jouer au casino, on est là pour construire un patrimoine solide, diversifier l'argent qu'on a difficilement gagné, ok. Donc autant faire ça proprement avec une stratégie qui a fait ses preuves et qui continuera de faire ses preuves. Parce que vous le savez très bien, hein, le vrai ennemi de l'investisseur aujourd'hui, surtout l'investisseur passif de long terme, hein, ce que je mets en avant sur cette chaîne, c'est la panique. C'est le fait vraiment de paniquer, de vendre au mauvais moment. Et donc un portefeuille qui est conçu pour traverser un petit peu toutes les saisons, même si on a vu qu'il n'était pas forcément parfait, hein, c'est quand même le meilleur antidote à la panique. Donc réfléchissez à tout ça, réfléchissez, revoyez votre allocation actuelle. Si vous avez des doutes, des besoins ou besoin de faire le point sur votre situation, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous avec moi, un audit gratuit de 45 minutes. On discute de votre situation, on fait le point sur votre portefeuille, on fait le point sur autre chose si vous le souhaitez. Bref, on prend le temps d'en discuter. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Commentez aussi pour savoir aujourd'hui où vous en êtes. Et ce que vous pensez de ce portefeuille All Weather? Est-ce que vous avez déjà eu des retours d'expérience sur ce dernier? Et comme ça me permettra aussi d'avoir peut-être d'autres idées pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine prochaine. Et je vous dis à très vite, c'était Axel. Ciao!